Souvent, ces fermiers-là, lorsqu'ils vendent leur production, ils doivent attendre 30 jours, 60 jours avant de recevoir l'argent. Et donc là, nous, vu qu'on a tout le data sur l'inventaire, puis qu'on utilise notre machine learning pour faire une prédiction très précise sur la valeur de la production, on est capable d'avancer l'argent au fermier. Donc là, dès le jour de la récolte, il y a son argent, puis là, il peut réinvestir à repartir une autre production. Puis nous, on prend le compte à recevoir de l'acheteur. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 36e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerce en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.g7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Avoir l'ambition de créer une entreprise ayant une valorisation de 1 milliard de dollars demande des efforts et une discipline que peu d'entrepreneurs pourraient soutenir. Entre la recherche constante de nouveaux employés et du besoin urgent de financement, les entreprises qui aspirent à être des unicorns doivent aussi être à l'affût de toutes les opportunités possibles. Lors de l'épisode 10, j'avais eu la chance de m'entretenir avec François Robitaille, VP Finance de l'entreprise Expertsy. 26 épisodes plus tard, je m'entretiens aujourd'hui avec sa sœur Valérie, présidente et chef de la direction de la même entreprise. Entre deux pivots et une ronde de financement en pleine période de pandémie, vous allez voir dans l'entretien le très beau chemin parcouru dans les 18 derniers mois par la start-up technologique de Québec. Sans plus attendre, ma discussion avec Valérie Robitaille. Valérie Robitaille, tu es la cofondatrice et CEO de l'entreprise Expertsy. Pour les gens qui n'auraient pas écouté l'épisode 10 où j'interviewais ton frère, VP Finance dans l'organisation, Expertsy, vous êtes une entreprise technologique qui œuvrait dans le domaine de l'aquaculture. Au cours des 11 années de votre existence, vous avez été capable de lever plusieurs dizaines de millions en financement, engager plus d'une 50aine d'employés et également avoir une entreprise installée à l'international. Valérie Robitaille, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci à toi, Antoine. C'est un plaisir d'être là. Valérie, de ce que j'ai cru comprendre en faisant mes recherches, votre organisation a connu une grande évolution dans la dernière année. Vous avez vu une opportunité à saisir dans la création d'un marketplace pour les gens qui œuvrent dans le milieu de l'aquaculture et c'est exactement ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu nous dire comment ton aventure a commencé en 2009 avec l'entreprise? Bien, moi, mon background, c'est plus en biologie marine, donc je suis plus une scientifique là, de formation. Puis à ce moment-là, je faisais mes études graduées. Puis bien que j'aimais beaucoup faire la contribution à la science, là, je trouvais que mon impact sur la société prenait peut-être un peu trop de temps à arriver. J'ai toujours aussi eu un peu un esprit entrepreneur là, par ma famille. Mon grand-père est un entrepreneur connu de la région. Donc, éventuellement, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même plusieurs applications commerciales à la technologie avec lesquelles je travaillais, c'est là que j'ai décidé de faire le saut, puis de me lancer là, dans le prototypage, puis d'essayer de vendre un premier produit comme une solution finale. C'est ça. Puis tout ça a commencé en 2009. Puis tu me disais un petit peu avant le début du podcast, Valérie, qu'avant de rentrer dans la conception de produits, tu faisais peut-être un petit peu de prestation de services dans ce domaine-là? Oui, exactement. Donc, je louais les installations de l'université où je travaillais, puis je prenais des contrats avec des compagnies d'ingénierie pour faire des études environnementales. Donc, c'était comme une compagnie de service au début. Puis après ça a évolué là, lorsque j'ai commencé à avoir des applications commerciales à la technologie avec laquelle je travaillais, c'est là que ça a évolué plus en compagnie de produits autour de 2011-2012. Puis je suis curieux, où est-ce que tu as vu le coût à jouer très important? Parce que là, on s'entend, c'est une industrie en croissance phénoménale, l'aquaculture. Et là, on se ramène 2009, 2010, donc ça fait une dizaine d'années de ça maintenant. Où est-ce que tu as senti qu'il y avait un coût à jouer spécifique dans cette industrie-là et par la suite, de mettre énormément d'efforts dans l'organisation, de faire des rondes de financement et de lever le tout là, pour amener ça à une entreprise internationale?
C'est vraiment une compagnie dans l'industrie de l'aquaculture qui nous a approchés. Je dis «nous» là, parce que rendu à ce moment-là, je travaillais avec, un autre cofondateur qui est maintenant, mon mari qui est ingénieur avec lequel on faisait des prototypes. Donc, on a fait là quelques preuves de concept, en utilisant l'optique, la photonique dans l'environnement marin, puis assez pour intéresser, un journal en ligne qui a fait une petite publication sur nous. Puis une compagnie dans l'industrie de l'aquaculture en Asie qui a vu ça, puis qui nous a contactés pour savoir si on pouvait utiliser la technologie pour compter les larves de crevettes. Donc, c'était assez exotique pour nous, là, les larves de crevettes. Mais quand on a commencé à investiguer l'industrie, le marché, on a vu, wow, c'est vraiment une grosse industrie, mais qui a beaucoup de challenges au niveau de l'adoption technologique. Puis, notre concept avait vraiment un bon fit pour certaines problématiques qu'ils avaient. Donc, c'est là qu'on a décidé de se lancer là-dedans. Puis de mettre les bouchées doubles. Puis d'ailleurs, c'est un peu de ça que je voulais discuter avec toi, Valérie, pour mettre un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. En décembre 2018, j'avais eu la chance de venir à vos bureaux dans la ville de Québec et de m'entretenir avec ton frère François. Puis on avait discuté spécifiquement ensemble, parce que François s'occupe davantage du volet finance dans l'entreprise. On avait discuté spécifiquement ensemble de votre ronde de série A, de l'argent que vous aviez levé avec des investisseurs américains au cours des dernières années. À ce moment-là, et corrige-moi si je me trompe, Valérie, votre produit principal était surtout relié à votre seau XpertCount 2, vendu à des fermiers afin de les aider à identifier une variété d'espèces aquatiques. Maintenant, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, vous semblez avoir vécu un, peut-être même deux pivots, que je pense que tu vas nous expliquer dans la dernière année. Peux-tu nous parler un peu de l'évolution de Expertsea depuis, on va dire, les 18 derniers mois, depuis le début de l'année 2019, si possible? Oui, même pour c'est ça, pour peut-être même remettre un petit peu de contexte avant ça, quand on a commencé à faire ce produit-là, là, peut-être plus en 2013-2014, François à qui tu as parlé, c'est lui qui a vu vraiment une opportunité d'affaires puis qui nous a ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat puis le financement. Puis si on voulait capturer l'opportunité, ben qu'il fallait aller vers du capital de risque. Donc c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à ce path d'hypercroissance, puis qu'on a levé la ronde. Puis là, ben, ça s'est quand même bien passé. Là, en 2018, on avait assez de traction pour justement faire une belle ronde de financement. Puis, par contre, là, on a eu quand même plusieurs challenges en 2018 à continuer la croissance parce que on s'est aperçu que c'était difficile de rentrer dans le mass market d'adoption. Donc, on avait intéressé beaucoup de early adopters, d'innovateurs qui, eux, étaient prêts à moderniser leurs installations, leurs fermes avec la technologie. Par contre, c'était pas nécessairement là, tout le mass market qui était prêt à cette transformation-là. Donc, ça devenait de plus en plus difficile de recruter et de trouver des clients qui étaient prêts à faire l'investissement. Ça demandait beaucoup de force terrain. Donc, il fallait aller, nos pays d'exploitation sont beaucoup en Asie du Sud-Est puis en Amérique du Sud. Donc, pour une compagnie, un start-up canadien, c'était pas nécessairement évident. Il fallait avoir des forces sur le terrain. Puis, pour une petite compagnie, ça pose plusieurs challenges. Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, il y a beaucoup de compagnies de santé puis de nutrition animale, des grosses compagnies là, comme Bayer, Cargill, qui, eux, ont des centaines de représentants dans un marché donné parce qu'ils vont visiter les fermiers à chaque semaine pour les aider avec les traitements ou les aider avec les prescriptions de nourriture. Puis notre technologie, c'est très complémentaire à ce qu'ils font. Donc, ils pourraient utiliser notre plateforme, la déployer à la ferme, puis avoir de la visibilité sur ce qui se passe à la ferme pour pouvoir mieux servir leurs clients. Puis, c'est très compétitif dans ce milieu-là. Donc, les compagnies cherchent à se démarquer avec un service technique qui est supérieur. Et donc, on a commencé à pitcher notre solution à ces grandes compagnies-là. Puis, on a quand même eu beaucoup d'intérêt. Puis on a réussi à conclure là, quelques gros partenariats où on vend nos licences dans les 6 chiffres, licences annuelles, un peu sous le modèle SaaS, où que là, ils ont le droit de déployer la technologie sur un certain nombre de fermes, puis ils ont accès aux data avec le consentement du fermier. Puis là, ben, ils sont capables de mieux gérer leur business. Parce que ça a comme été un pivot qu'on a fait là, début 2019 d'acquérir ces gros, on les appelle les enterprise. Les clients enterprise, on a modifié un peu notre solution pour ajouter un layer de software qui permettait justement aux entreprises de gérer leurs comptes clients.
Donc, juste pour mettre un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, avant 2019, puis là, puis corrige-moi si je me trompe, votre technologie, votre cible était davantage les fermiers. Puis là, par la suite, vous avez bougé un petit peu plus vers ces enterprises-là, un petit peu comme tu viens de nous mentionner, c'est ça? Exact. Donc, c'était OK. beaucoup plus. Donc là, on se retrouvait au lieu de gérer des centaines de petits clients, on se trouvait à gérer quelques gros clients, quelques grosses corporations. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous là, en tant que compagnie. Donc, Valérie, ça a quand même été un gros changement d'aller s'adresser directement maintenant à des enterprises comparativement à de s'adresser aux fermiers comme vous le faisiez un petit peu dans les années précédentes, donc 2018, comme tu nous mentionnais. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du degré de complexité d'aller chercher ces comptes-là. On s'entend, vous avez shifté votre clientèle cible. Est-ce que vous avez eu également à shifter la manière que vous alliez faire du développement d'affaires? Oui, définitivement. Donc là, nos targets, c'était les exécutifs des grosses compagnies de santé puis de pharma animal. Donc, on était quand même assez chanceux parce qu'on a des investisseurs qui sont spécialisés dans l'industrie de l'aquaculture. Donc, eux avaient déjà beaucoup de contacts. Sinon, on a fait quelques conférences aussi là où tu as la chance d'avoir des one-on-one avec ces exécutifs-là. Puis, donc, on leur faisait une présentation sur notre concept, notre solution. Puis là, lorsqu'ils étaient assez intéressés, on bookait des rencontres en personne. Donc, quelques fois, on a fait des tournées en Europe où on a rencontré des clients en Scandinavie, en France, en Allemagne. Puis là, jusqu'à temps c'est comme des grosses propositions. Là. Donc, le cycle était plus long qu'on aurait voulu, mais je pense que c'est ça qui arrive avec des corporations. Puis là, ben, jusqu'à temps qu'on soit capable de closer les deals. Donc, c'était une approche qui était très différente, là, plus au niveau exécutif. Puis, tous ces deals-là, un peu, il y a quasiment aucun de ces deals-là qui se passe en Amérique du Nord. Tout se passe davantage, comme tu le disais, Europe, Asie, également en Amérique latine. Il y a quelques compagnies aux États-Unis, mais souvent, c'est ça, ces compagnies-là, ils ont leur headquarters en Europe ou en Amérique du Nord, mais leur business est en Amérique du Sud ou en Asie, dans les hubs d'aquaculture de crevettes, là, parce que nous, c'est vraiment l'espèce sur laquelle on focus en ce moment. Parfait, merveilleux. Puis parle-nous un petit peu de l'adoption. Donc, entre cette prospection-là, entre parenthèses, que vous avez faite, les événements que vous avez également été capable d'aller, comment que s'est faite l'adoption? Mettons que tu nous parles de l'année 2019. Est-ce que, avec un petit peu de feedback maintenant, vous considérez que ça a été un succès? Est-ce que ça a été compliqué, cette adoption-là? Comment que ça s'est déroulé? Ça a quand même été un beau succès. Au niveau de l'adoption, c'est sûr, bon, ce qu'on a réalisé qui est important, c'est même si c'est quelque chose, on sentait que beaucoup au niveau de l'exécutif de ces grosses compagnies-là, il y avait un besoin puis une volonté de faire une transformation digitale, mais parfois, c'était pas nécessairement rendu jusqu'au terrain. Donc, on s'est aperçu c'est vraiment important de s'assurer que les techniciens ou les vendeurs sur le terrain, eux, soient motivés par la technologie et la solution, puis qu'ils voient ça comme quelque chose qui va les aider à mieux performer dans leur travail, pas quelque chose qui va leur prendre plus de temps ou que finalement, ça va être plus de travail. Mais une fois qu'on a compris ça, puis qu'on s'est assuré de bien les impliquer dans l'implémentation de la technologie, là, ça a quand même bien été. Puis, c'est ça, on a quand même conclu là, plusieurs contrats en 2019 avec cette stratégie-là. Puis là, ça, c'est le pivot 1 que tu me disais, mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un pivot 2 par la suite parce que là, bon, si les gens veulent faire un petit peu des recherches sur votre entreprise, il y a des très, très beaux articles qui sont sortis sur la presse récemment qui donnent un petit peu plus de contexte sur l'évolution que vous avez faite dans la dernière année. Et là, corrige-moi si je me trompe, mais présentement, on arrive, puis Expertise, vous êtes en train de faire une version bêta, je crois que c'est encore une version bêta, d'une place de marché au niveau de l'aquaculture. Donc ça, parle-nous un petit peu, parce que là, entre bouger des fermiers pour les enterprises et là, cette place de marché-là qu'on est capable de lire dans différents articles, qu'est-ce qui s'est passé là, dans vos têtes là, de vouloir faire un autre chiffre comme ça, quasiment dans la même année? Ben, je ne sais pas si on peut appeler ça un pivot. Là. Dans le fond, c'est comme si on a ouvert une nouvelle ligne d'affaires. On fait encore nos deals corporatifs. C'est juste qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel au niveau justement du marketplace, puis du financement des transactions. Donc, un peu ce qu'on s'est aperçu, donc, c'est parfait. En faisant ces gros deals corporatifs-là, on a accès aux fermiers, puis les fermiers ont accès à la technologie. Mais là,
par l'entremise des corporations, on commence à travailler avec de plus en plus de fermiers, puis on s'est aperçu que vraiment la chose qui les empêche de dormir le soir puis qui les préoccupe beaucoup, c'est, oui, gérer la ferme, mais c'est beaucoup plus s'assurer qu'ils sont capables de vendre leur production, leur inventaire à un prix, qu'ils vont être capables de faire du profit, puis qu'ils vont avoir accès à l'argent rapidement pour qu'ils puissent continuer à faire la production. Donc, une fois qu'on a compris ça, puis qu'on a découvert ça, c'est là qu'on a vu une grosse opportunité de s'impliquer dans la transaction entre le fermier puis l'acheteur. Puis ça donne que tout le data qu'on a, qui a été ramassé là, lors de la production avec notre technologie, c'est l'information qui est comme la plus critique pour bien faire le lien entre le fermier et l'acheteur. Donc là, nous, on est capable d'aider le fermier à faire le marketing de ses crevettes. Donc, on peut trouver des acheteurs qui, eux, valorisent vraiment le type de crevette que le fermier a parce que la crevette, bon, c'est un prix qui est différent en fonction du goût, de la couleur, de la grosseur, et puis des acheteurs qui sont prêts à payer différents prix pour ça. Puis, donc là, on les aide à trouver un acheteur qui est prêt à payer un prix intéressant. Puis, en plus, souvent, ces fermiers-là, bon, lorsqu'ils vendent leur production, ils doivent attendre 30 jours, 60 jours avant de recevoir l'argent. Et donc là, nous, vu qu'on a tout le data sur l'inventaire, qu'on utilise notre machine learning pour faire une prédiction très précise sur la valeur de la production, on est capable d'avancer l'argent au fermier. Donc là, dès le jour de la récolte, il y a son argent, puis là, il peut réinvestir à repartir une autre production, puis nous, on prend le compte à recevoir de l'acheteur. Donc, on a commencé ça cette année, puis là, on vit un beau succès avec cette nouvelle initiative-là. Puis on va en venir de ça parce que je voyais des beaux succès, on dirait. Du moins, j'ai l'impression au niveau des revenus qui se sont déroulés dans le premier trimestre de 2020 autour de ça. Mais juste pour essayer de bien comprendre fondamentalement ce qui s'est passé. Donc, vous, à la base, vous travaillez avec des fermiers. Vous avez par la suite été et vous avez travaillé avec des enterprises et en ayant une compréhension, tu sais, si on prend ça vraiment d'un point de vue plus macro, et en ayant une compréhension des deux parties, vous vous êtes dit pourquoi pas les mettre ensemble plus facilement. Ça a été ça un petit peu la réflexion au final dans cette approche-là, si je comprends bien. Exact. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que notre plateforme permet vraiment de connecter le fermier aux experts ou aux autres acteurs de l'industrie pour justement qu'ils soient capables d'avoir des meilleurs services ou qu'ils soient capables de vendre leur crop. Donc oui, c'est une très bonne analyse de la situation. Puis je suis curieux, avant ça, quand vous travailliez avec les fermiers, est-ce que vous les aidiez quand même par l'entremise, je sais pas, de consultation, d'introduction à faire en sorte qu'eux arrivent à vendre un petit peu leurs produits? Est-ce que vous les aidiez déjà à la base ou vous les aidiez pas puis finalement vous vous êtes rendu compte de ce besoin-là plus tard? On essayait de les aider du mieux qu'on pouvait, mais rapidement, on s'est aperçu que l'aquaculture, c'est une science, puis c'est une science qui est très complexe. Puis nous, on est une compagnie de technologie. C'est là qu'on a vu les compagnies de nutrition ou de santé animale, eux, ils ont beaucoup plus de connaissances sur comment utiliser l'information pour aider le fermier. Donc, ça a été comme une évolution naturelle de les connecter ensemble, puis là, de superviser cette relation-là, aider à communiquer là, les insights aux fermiers que la corporation a. Mais oui, donc au début, on essayait, mais on a vu qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus qualifiés que nous pour faire ça, puis que nous, notre rôle là-dedans, c'est vraiment d'être la plateforme technologique qui allait faire le lien puis faciliter la communication. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Tu as mentionné un truc plus tôt que je trouvais fascinant puis que je pense que c'est là que vous allez chercher vraiment votre avantage concurrentiel puis c'est ce qui va vous différencier pendant très, très longtemps. Vous assumez
vous assumez le paiement au fermier de votre côté avec la plateforme. Donc, comme tu le disais, je pense que dans votre industrie, les comptes à recevoir, ça va être 30 à 60 jours là, de ce que j'étais capable de lire. Vous autres, vous allez assumer dès le départ le paiement au fermier et vous allez prendre le 30 et 60, vous allez prendre le compte à recevable. Donc, on parle ici peut-être d'un cash flow qui va arriver dans 1 à 2 mois. Moi, j'aimerais que tu me parles un petit peu de la complexité de ça parce que, bien entendu, pour le fermier, c'est un no-brainer. Lui, il se dit, je veux mon argent, je veux juste faire mon produit, puis je veux plus en entendre parler, eux s'en occupent. C'est sûr et certain que c'est facile pour lui. Puis, ça va également peut-être faciliter la relation qu'il va avoir avec l'acheteur. Mais là, vous prenez le risque, vous assumez le risque. Est-ce que vous avez vu des problèmes, des enjeux avec ça jusqu'à maintenant? Et si oui, si vous pouvez nous en faire part, puis peut-être également de voir comment vous avez été capable de financer ça parce que ça prend de l'argent pour assumer ces Mhm. paiements-là que vous donnez sur le champ aux fermiers. Oui, donc effectivement, c'est quand même une nouvelle ligne d'affaires qui est beaucoup plus fintech, si on veut, orientée Exactement. vers la finance. Donc, ça a été au début, c'était un peu intimidant de se lancer là-dedans. On est chanceux parce qu'on a vraiment une bonne collaboration avec EDC, qui, eux, là, assurent une partie des comptes à recevoir puis des transactions. Donc, cette assurance-là, combinée avec le fait on a beaucoup de data sur la valeur de la marchandise, aussi on est capable de vraiment savoir la marchandise provient de où, valider l'identité des fermiers, valider l'identité des acheteurs. Donc, on est capable de réduire beaucoup le risque à ce niveau-là. Je dirais que jusqu'à maintenant, là, ça se passe très bien. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des acheteurs qui peuvent prendre un peu plus de temps à payer, mais on Mhm. n'a pas là, vécu de situations où on n'a pas été payé. Je pense que dans l'industrie, la réputation des acheteurs, c'est aussi une culture. On a lancé l'initiative en Équateur seulement. C'est une culture où la parole vaut beaucoup. Donc, les acheteurs qui ne payent pas ont une très mauvaise réputation puis ont beaucoup de difficultés à faire affaire. Donc, on voit que c'est un peu une façon différente de faire les choses, mais là-bas, c'est très, très fort. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Donc là, Valérie, vous focussez davantage sur votre marketplace maintenant, mais qui dit marketplace dit deux personnes que vous mettez ensemble. Donc, on le dit un petit peu plus tôt, les entreprises et les fermiers. Et là, ben, si on veut éventuellement avoir une marketplace qui prend de plus en plus d'ampleur, il faut qu'il y ait le maximum de gens des deux côtés qui rentrent sur la plateforme. Moi, j'aimerais savoir, ça ressemble à quoi le plan de déploiement de votre côté pour aller chercher ces acteurs-là et les amener sur votre plateforme? Est-ce que c'est complètement différent d'une cible à l'autre? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des initiatives de ce côté-là? Parle-moi un petit peu de ça. Donc, au niveau du marketplace, c'est vraiment, donc, il faut aller chercher des fermiers puis les acheteurs. Donc, c'est vraiment les deux côtés qu'il faut aller chercher. Puis là, ensuite, on a les entreprises qui, eux, sont un peu à l'extérieur de ça, mais qui nous permettent d'acquérir des fermiers. Donc là, au niveau de la stratégie entreprise, là, en ce moment, on focus vraiment la compagnie sur l'initiative de marketplace. Donc, les partnership qu'on fait avec les entreprises, il faut vraiment que ça soit pour nous aider à faire avancer l'initiative de marketplace. Donc, on trouve des entreprises qui, eux, sont intéressées à déployer notre technologie, mais qui sont aussi intéressées à promouvoir notre service de financement puis de marketplace aux fermiers. Donc, ça se fait assez organiquement. Là. Disons qu'on a ciblé les plus grosses compagnies de nutrition puis de santé animale en Équateur. Puis là, on travaille avec eux pour faire ces déploiements-là. Sinon, au niveau là, du marketplace, ce qui est quand même très bien d'initiative, c'est que c'est extrêmement sticky. Donc, les fermiers qui font affaire avec nous, une fois, continuent de faire affaire avec nous. On a certains fermiers qui maintenant vendent seulement à travers notre plateforme. Donc, ça, c'est super excitant. Beaucoup de bouche à oreille. Donc, on a un fermier, son père est fermier, donc il en parle à son père, il en parle à ses cousins. Donc, pour l'instant, on est capable d'acquérir des clients de façon assez organique. Puis, ça me donne de la business qui est récurrente, là, puisque souvent, ces fermiers-là, ils ont des productions à vendre à chaque mois. Puis au niveau des acheteurs, là, il y a peut-être 80 acheteurs principaux en Équateur. On en a déjà autour de 30 là, avec qui on a fait les premiers contacts. Donc, pour eux, c'est une solution qui est intéressante parce que ça leur permet justement de compétitionner, d'avoir des
termes de paiement qui sont compétitifs, puis d'être capable de gagner là, des achats si on veut. Donc, ça va assez bien là, pour le recrutement. Ça se fait par des rencontres physiques sur place. Puis souvent, sont très enthousiastes à faire partie de l'initiative. Donc, nous, s'ils disent oui, je veux faire partie du marketplace, quand on a des fermiers qui sont prêts à vendre, ben, on leur donne la visibilité sur les prix de ces acheteurs-là. Puis si le fermier veut faire affaire avec eux, ben, on facilite la transaction. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Ouais, effectivement. Puis ça me surprend pas qu'au niveau des fermiers, ça se fasse d'une manière organique parce que, comme on le disait un petit peu plus tôt, les termes de paiement, vous les assumez. Pour eux, ils n'ont même plus besoin de payer un frais pour les hardware. Vous avez fait tout le gros travail de développer cette technologie-là pour que ça soit automatiquement sur leur téléphone. Donc, à un certain point, ça devient un incontournable pour eux d'aller intégrer Expertise dans leur manière de fonctionner. Tu as mentionné un point, méthode de financement que les gens vont trouver très intéressante de faire. Je voyais, puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que la personne qui est en charge des revenus chez vous s'appelle Michael Lefebvre et dans un des articles que je lisais récemment, il mentionnait que le premier trimestre 2020, à lui seul, vous aviez doublé l'entièreté des revenus de 2019. Donc, le premier trimestre de 2020, vous avez doublé l'entièreté des revenus de 2019, ce qui est assez exceptionnel. Je ne sais pas si c'est 100% relié au marketplace ou si c'est par rapport à d'autres approches. Mais là, j'imagine que quand vous commencez à avoir une traction comme ça qui s'installe, bien entendu, on est capable de voir que ça peut faire boule de neige, un marketplace comme ça. Comment que vous visionnez un petit peu l'avenir au niveau de votre prochaine ronde de financement? On l'avait parlé avec François, vous avez fait une ronde de série A. Vous avez levé, je pense, à l'époque, un 10 millions US en série A. Donc là, vous avez de plus en plus de traction avec cette plateforme-là. J'imagine que vous voulez aller revoir les investisseurs pour leur parler de ça puis aller chercher du capital pour aller prendre tout le marché. Oui, définitivement. Puis là, c'est ça. Donc, on a eu un très bon premier quart. Le deuxième quart vient de se terminer. C'était encore meilleur. Donc, c'est vraiment excitant. Puis, définitivement que la stratégie, c'est de continuer l'expansion de l'initiative. C'est quand même, là, on est en Équateur, mais il y a d'autres marchés dans lesquels on veut aussi lancer la solution. Donc, ça va prendre de l'investissement, ça va prendre du capital, ça va prendre aussi les instruments de dette pour pouvoir financer les transactions. Donc, on espère là, en 2021 pouvoir faire une autre ronde de financement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes là, dans les derniers mois, puis on ne sait pas comment que le climat d'investissement va être dans les prochains mois. Par contre, on a une stratégie justement pour pouvoir continuer là, la croissance de la compagnie qu'on peut faire organiquement, mais qu'on préfère vraiment aller chercher là, une prochaine ronde pour aller le plus rapidement possible. Puis, je pense qu'on peut vraiment avoir un impact puis vraiment transformer tout le supply chain de l'industrie de l'aquaculture en commençant par la crevette. Donc, c'est super excitant, mais ça va prendre du financement. Donc, là, on a un plan avec des objectifs, certains benchmarks d'une compagnie dans notre catégorie, qu'est-ce qu'il faut être capable d'atteindre. Là, ben, c'est là-dessus qu'on base notre prochaine ronde de financement. Ben, tu le dis, on est dans une période d'incertitude, bien entendu, avec le COVID-19, mais quand même, vous avez, puis corrige-moi si les chiffres sont pas bons, mais vous avez conclu une ronde de financement de 3,25 millions en littéralement 2 semaines pendant la crise du COVID-19. Là. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel, sachant la période d'incertitude, que vous n'aviez pas à ce moment-là la même traction que vous avez aujourd'hui. J'imagine que ça doit vous donner confiance de dire, vous avez des capables de lever cet argent-là pendant une pandémie, vous avez de plus en plus de traction. Puis parle-moi un petit peu de ça. C'est quoi là, la dynamique présentement de chez Expertise pour votre prochaine ronde? Est-ce que vous pensez que vos investisseurs vont être davantage intéressés par cette approche-là? Est-ce que vous pensez qu'un autre côté, ça peut leur faire peur? Comment vous voyez ça? Effectivement, là, la ronde, donc ce qu'on vient de lever comme financement, c'est vraiment un instrument de dette pour financer les transactions strictement. Puis on était vraiment très, très agréablement surpris de l'intérêt qu'on a eu. Je pense que dans le climat, là, puis dans l'incertitude qu'on vit, il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent des opportunités qui ne sont pas nécessairement reliées à l'investissement en équité, mais peut-être plus justement en dette avec un retour qui est intéressant. Puis, nos investisseurs ils ont beaucoup de contacts avec des investisseurs d'impact, donc des fonds familiaux qui, eux, investissent dans des causes qui leur tiennent à cœur. Donc ça, je pense que ça résonne très bien avec ce genre d'investisseurs-là, le fait que nous, on a un fonds qui est en place pour donner accès à du capital à des fermiers, à des petits fermiers, à des gens justement qui n'ont pas accès à ce genre de service-là normalement. Donc non, on est très optimistes. Puis nos propres investisseurs sont très
excités du futur, mais on a aussi déjà d'autres types d'investisseurs qui sont très intéressés dans l'initiative. Donc, je pense que tout le monde espère que ça va bien aller, mais là, il reste à voir comment les choses vont évoluer. Mais jusqu'à maintenant, tous les signes sont positifs. Valérie, tu as mentionné quelque chose en début de podcast qui était très intéressant. Tu as dit, à un certain point, tu voulais trouver une manière d'aller changer le monde un petit peu, d'aller avoir un impact plus gros sur la société. Je lisais également dans différents articles que vous voulez atteindre une valeur d'entreprise à 1 milliard de dollars, comme ils disent aux States, les Unicorn Company. D'où est-ce qu'elle vient cette ambition-là de vouloir pénétrer des marchés comme ça, de vouloir s'imposer comme un leader? Tu parlais un petit peu de ton grand-père qui était dans le monde entrepreneurial au début. Est-ce que c'est quelque chose de famille? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu à travers le temps? Parce que là, c'est des grandes ambitions, c'est des gros risques que vous prenez, c'est des très beaux succès que vous avez. D'où est-ce que ça vient tout ça? Le billion-dollar business. C'est au risque de peut-être avoir l'air un peu cheesy, là, mais les 4 fondateurs, là, dès le début, on y croit vraiment là, au fait que l'aquaculture, c'est une solution qui peut vraiment résoudre la crise alimentaire future. En théorie, là, la production aquacole, c'est la production de protéines animales qui a la plus grande efficacité au niveau de la quantité de nourriture que ça prend pour produire une livre de viande ou la quantité d'eau que ça prend pour produire une livre de viande. Donc, très tôt dans l'aventure, on s'est tous alignés que notre objectif, on veut que ce soit notre legacy, on veut que vraiment avoir le plus gros impact possible avec cette initiative-là. Puis, pour en arriver là, ça prend de l'argent, ça prend de l'investissement. Donc, tout le monde, on est prêt à faire ce qu'il faut faire pour avoir le plus gros impact possible sur la transformation de l'aquaculture dans le monde. Donc, je pense qu'en ayant cette mentalité-là, c'est sûr que, comme je discutais avec mon frère François plus tôt dans l'aventure, qui nous a aidé à voir, OK, voici comment on peut accélérer les choses. Puis là, à partir de là, on a compris beaucoup de mécanismes là, au niveau du capital de risque, puis comment ça fonctionne. Donc là, c'est ce qu'on continue à avancer dans ce chemin-là pour essayer de toujours grossir l'initiative pour avoir le plus d'impact possible. Donc, c'est vraiment la mentalité qu'on a chez Expertise. Merveilleux. Valérie, moi, je voulais savoir, avant de te laisser filer, j'aurais des petites questions personnelles pour toi. Je veux savoir, je pense que j'avais posé des questions à ton frère l'année dernière également là-dessus. Est-ce que tu lis un peu des livres? Est-ce que tu lis des livres d'affaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré en termes de contenu dans les dernières semaines, dans les derniers mois? En fait, je lis pas autant que je devrais lire, définitivement. Donc, non, c'est ça. Malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Est-ce que tu écoutes des podcasts un peu? J'écoute pas beaucoup de podcasts non plus. Fait que t'es à fond dans Expertise en ce moment. Là. Tu es toujours en train de travailler pour amener l'entreprise à un autre niveau? Je lis beaucoup de nouvelles d'aquaculture, donc sur l'industrie, sur l'agtech. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, la dynamique aussi là avec. Donc c'est ça qui aide le plus à prendre les bonnes décisions stratégiques, puis essayer d'avoir la vision sur comment continuer de faire avancer la compagnie. Mais j'ai lu beaucoup de livres de business dans le passé, mais je dirais que dans les derniers mois, avec la crise, avec tout ce qui se passe, j'ai tellement été prise dans les opérations que j'ai pas eu beaucoup de temps à investir là-dedans. Puis, j'imagine, tu l'as mentionné, la tech, de se refaire une tête puis de comprendre l'industrie dans laquelle que vous vous embarquez, parce que vous vous embarquez vraiment dans une industrie de fintech, là, avec tout ce... Est-ce que vous, de votre côté, vous avez dû vraiment partir au tableau à dessin, de bien comprendre cet environnement-là, de bien comprendre cette industrie-là, parce que là, c'est quelque chose d'assez différent de ce que vous faisiez avant? Définitivement. Je pense qu'au début, on a fait les preuves de concept nous-mêmes avec notre propre cash flow. On a été en mesure de lever ce premier instrument de dette. Mais là, c'est clair que pour continuer de grossir l'initiative, il faut qu'on amène de l'expertise, des gens qui ont l'expertise puis l'expérience à l'interne au niveau du financement puis du fintech pour continuer d'amener ça plus loin. Donc là, on est vraiment à s'assurer qu'on met les bons morceaux en place pour pouvoir passer à la prochaine étape. Puis ça va passer à travers des gens là, qui ont l'expertise.
Merveilleux. Ben, garde, Valérie, un énorme merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le podcast. Je trouve l'histoire de Expertise fascinante d'année en année. À chaque fois que je parle à des membres de la famille, à des membres qui sont dans la fondation de cette entreprise-là. Puis, peut-être avant de nous laisser, est-ce que vous avez je vois que vous êtes souvent en train d'aller chercher des nouveaux candidats dans votre organisation. Est-ce que vous êtes à la recherche présentement de nouvelles personnes? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui pourraient se dire, hey, j'ai envie de faire partie de cette super belle initiative-là. Oui, donc on est toujours à la recherche de software engineers. Donc, ça, définitivement, n'importe qui veut travailler sur un projet passionnant puis excitant, puis de nourrir le monde à travers l'aquaculture, faites-nous signe. Puis, c'est les principaux postes qu'on a d'ouvert, là, c'est au niveau de l'ingénierie puis du software development. Merveilleux. J'imagine tout ça doit se retrouver sur votre site Internet. Oui, définitivement. Bon, ben parfait. Valérie Robitaille, merci énormément d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. Et ben, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que l'histoire de Expertise pourra pousser d'autres entrepreneurs québécois à avoir une empreinte internationale. Je suis également très content de voir que la croissance soutenue de Expertise a su se maintenir dans les 18 derniers mois. J'ai déjà hâte de les réinterviewer dans 1 an pour voir où l'entreprise sera rendue à ce moment-là. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com. Donc AGAGNE @J le chiffre 7 media au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.